Alors, merci donc à nos deux intervenants, Jérôme Gavaudan et la commissaire européenne. On l'a pas dit, mais vous avez compris les États généraux. D'abord, c'est le paritarisme. Hein, c'est quand même totalement chevillé au corps du droit du travail. Donc, une approche salarié, une approche employeur. Et cette année, on a vraiment voulu faire aussi un focus sur l'éclairage européen qui est fondamental. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler aux avocats que la jurisprudence européenne n'évolue qu'à la faveur des plaideurs. Hein. Donc, ce sont les plaideurs qui déposent des recours qui permettent ensuite à la Cour de justice de faire évoluer la jurisprudence. Il faut quand même que vous sachiez que la France est le plus mauvais élève des questions préjudicielles. Voilà. Donc, par exemple, sur les barèmes Macron, pour l'instant, on s'arrête toujours sur des positions nationales et on aimerait bien qu'un plaideur, je dis ça à bon entendeur, salut, mais qu'un plaideur aille jusqu'au bout du combat et fasse évoluer une question prioritaire, une question préjudicielle, pardon, à la Cour de justice des communautés européennes pour qu'on puisse avoir une jurisprudence sur ce sujet. Voilà, je dis ça, comme dirait l'autre, je dis rien. Et donc maintenant, on va commencer cette première table ronde. J'invite à nous rejoindre donc Monsieur le professeur Frédéric Géat et Madame Evelyne Serverin, donc docteur en droit et directrice de recherche au CNRS. Et je mets tout de suite. Pourquoi tu te mets si loin, Amine? Moi, je reste là parce que je vais. Non, non, on va se mettre au milieu. Oui, si tu veux, si tu veux. Moi, je me mets là parce que je suis devant l'ordinateur, prête à répondre aux questions de nos chatteurs. Voilà. Alors, vous allez vous installer. On va faire un homme, une femme. Hein. Monsieur le professeur G à côté de moi. Evelyne Serverin à côté. Et ensuite, Amine. Voilà, donc ici. Je fais aussi la tendance logistique derrière. Je veux absolument faciliter la tâche de nos excellents intervenants et je vous assure, ça va être une table ronde absolument formidable. Donc, moi, je le sais parce qu'on a déjà préparé cette table ronde et je peux vous dire que ça va être passionnant. Alors, juste, on va faire quelques propos introductifs, Amine. Pourquoi, tu peux juste rappeler pourquoi on a décidé de de traiter ce thème. Alors, juste, je vous rappelle que le matin, on fait un peu les intellos. Le matin, on a des réflexions très philosophiques, sociologiques et politiques, avec beaucoup de hauteur. C'est pour ça qu'on a cette table ronde qui est vraiment sur cette thématique de manière générale qui est fondamentale, parce que c'est ce qui permet ensuite, une fois qu'on a compris les grands principes, on peut toujours décliner ensuite en pratique les sujets. Vous le savez, hein, c'est comme ça qu'on étudie à la fac. Et après, vous allez avoir la présentation de l'actualité jurisprudentielle. Et c'est l'après-midi qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on traite les sujets de fond. Donc oui, alors Amine, tu peux nous expliquer un petit peu, tu peux juste rappeler pourquoi on s'intéresse à ça particulièrement aujourd'hui. Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous. Alors pourquoi le choix de ce thème? Déjà pendant la crise sanitaire et à l'issue donc de la pandémie, cette question a été d'actualité. Donc beaucoup se sont posé la question de savoir si nous étions dans le monde du travail dans un paysage nouveau. Serions-nous aujourd'hui dans des relations de travail différentes? Serions-nous en présence d'un rapport au travail qui serait devenu différent? Sommes-nous en présence de départs massifs, j'en parlais tout à l'heure, de salariés dans certains secteurs d'activité? Quelle lecture faire de ces mouvements et de ces flux? Sommes-nous en présence de départs pour aller vers d'autres perspectives, pour construire de nouveaux projets professionnels? S'agit-il au contraire de départs qui s'expliquent? Peut-être que la pandémie a été un moment de halte, de pause et de prise de recul qui a pu conduire un certain nombre de salariés à aller vers d'autres secteurs d'activité.
Je l'indiquais tout à l'heure également, les pouvoirs publics ont justifié la réforme de l'assurance chômage, y compris par ces constats. Donc, en gros, la présentation, c'est de dire nous allons rendre les critères de bénéfice de l'allocation chômage, les rendre beaucoup plus restrictifs en raison du fait que dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a un besoin de main-d'œuvre. Donc, nous avons considéré qu'il était utile de parler de ces questions que nous allons décliner cet après-midi dans le cadre d'ateliers. Nous allons parler télétravail notamment. Est-ce que le télétravail est l'expression d'un bien-être au travail? Est-ce que c'est l'expression d'un progrès social? Est-ce au contraire l'illustration d'une dégradation des conditions de travail qui peuvent conduire à l'isolement? Est-ce que c'est tout cela? Et donc, nous avons pensé qu'il était utile d'aborder ce sujet général. Et pour cela, donc, nous avons invité le professeur Géa, qui est professeur à l'université de Lorraine, qui a donc publié un article sur la question intitulé l'hypothèse d'ailleurs de la grande démission. Donc le titre en lui-même est révélateur. Vous l'avez publié de mémoire dans le numéro de novembre de la revue de droit du travail. Et nous avons également invité Madame Evelyne Serverin, qui est chercheure au CNRS et qui analyse régulièrement les données statistiques fournies par le ministère de la Justice. Nous avons pensé que son regard pouvait être intéressant également puisqu'elle va nous dire quelle tendance a-t-elle observé en matière de contentieux. Est-ce qu'on est en présence d'un développement des ruptures conventionnelles pendant la dernière période? Est-ce que nous sommes en présence également de démissions, j'allais dire, sauvages, qui ont conduit d'ailleurs le gouvernement à légiférer sur cette question récemment. Donc nous avions une jurisprudence parfaitement établie sur la question de la démission. Avec ces nouvelles dispositions, c'est en tout cas un sentiment personnel, je crois que nous nous installons dans une phase de grande incertitude. Voilà, donc nous allons parler de toutes ces questions et sans plus tarder, donc je cède la parole peut-être à Nathalie. Maintenant, on va poser la première question, monsieur le professeur. Qu'est-ce qu'on entend donc par grande démission? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation, Maître Galim, Maître Athias. C'est vraiment un plaisir. Puis je voudrais saluer aussi votre audace d'avoir choisi Pardon. Je voudrais saluer votre audace d'avoir choisi ce thème. C'est pas évident. Les juristes se sont assez peu emparés du sujet. En réalité, je suis convaincu que les juristes ont des choses à dire sur ce thème. Alors, j'arrive à votre question qui est double. Qu'est-ce qu'on entend par grande démission et puis mythe ou réalité? Je vais peut-être réserver un petit peu la réponse quand même pour la seconde question. D'abord, il faut. Vous parlez dans le micro. Je parle pas dans le micro. Alors je rapproche. Voilà. Je vais effectivement rentrer dans cette question de savoir ce que l'on entend par grande démission. Maître Guénim, vous l'avez rappelé, ma conviction, c'est qu'il s'agit d'une hypothèse. Alors, d'où est née cette hypothèse? Il vient d'un phénomène qui a été observé aux États-Unis au cours de l'année 2021, celui qui a permis de constater que 47 millions de travailleurs avaient quitté leur emploi. C'est comme ça qu'on a parlé de grandes démissions, mais aussi de grandes résignations. Il y a plusieurs expressions qui ont fleuri, qui sont pas sans résonance avec la grande dépression des années 1930. Il y a une résonance extrêmement forte. Alors, un mouvement voilà, qui est observable, qui est quantifiable. Je reviendrai sur cette idée de quantifiable parce qu'elle oriente l'approche en même temps qu'elle la fausse un petit peu. Quels étaient ces salariés? Que cherchaient-ils? Ce qu'on a assez vite compris, c'est que sans doute que le facteur du salaire était un élément, d'autant que c'était une période où un travailleur avait des chances de se multiplier par deux, voire plus son salaire s'il changeait d'entreprise aux États-Unis à cette période. Mais on a vite compris que c'était pas le seul facteur, que c'était pas la seule motivation. Un élément d'ailleurs apparaissait assez troublant, c'est que fin 2021,
toujours aux États-Unis, un certain nombre de ces travailleurs eh bien, ne cherchaient plus à exercer une activité professionnelle. On observait une diminution de 1,3 points du taux d'activité qui s'était stabilisé à 61,9% en décembre 2021 aux États-Unis. D'où l'idée qu'il pouvait y avoir effectivement des causes peut-être plus profondes que la recherche d'un salaire plus élevé. C'est là que surgit l'hypothèse. L'hypothèse consisterait à dire qu'on serait en présence, vous observerez le conditionnel, d'un phénomène nouveau qui traduirait un changement profond. C'est ça qui se tient derrière cette idée de grande démission, derrière cette hypothèse. Alors cette hypothèse, je suis obligé de le dire d'emblée, elle est discutée, elle a été fortement discutée aux États-Unis assez rapidement. Un certain nombre d'experts ont fait valoir que, en réalité, si on prenait un temps relativement long, si on partait par exemple de la Seconde Guerre mondiale, on observait différentes séquences qui, lors de reprises brutales ou brusques de l'activité, conduisaient effectivement à des départs assez massifs. Cette grille de lecture, développée par des économistes, conduisait à relativiser le phénomène. En disant, c'est pas si nouveau que ça, on connaît cela dès lors qu'il y a une reprise brusque de l'activité, comme celle qu'on a connue évidemment après, disons, les périodes de confinement. Certains économistes ont également fait valoir que ces phénomènes de départ de salariés n'étaient pas nés après la crise sanitaire, mais qu'ils étaient déjà décelables dans les années qui précédaient. Donc on voit bien que selon le prisme que l'on retient, et pourtant il s'agit ici d'analyse économique, on n'observe pas la même chose. Néanmoins, dans les deux cas, il s'agissait de relativiser l'idée de grande démission. D'autres, au cours de l'été 2022, ont estimé qu'on avait déjà tourné la page de la grande démission. Certains ont parlé du grand retour. C'est une expression qui a été utilisée, ou de fin, tout simplement, de la grande démission, en mettant en avant un certain nombre de considérations, notamment le fait que la proportion de salariés quittant leur emploi serait, au conditionnel toujours, retombée, que le contexte aurait changé. L'inflation, par exemple, conduirait à être plus prudent dans ses velléités de départ. On sentait d'ailleurs dans ces arguments des approches un petit peu intuitives qui ont pu être, démenties depuis, puisqu'en novembre 2022, on assiste au plus grand nombre de départs de travailleurs américains. 4,5 millions d'employés, de salariés, ont quitté leur emploi en novembre 2022, donc postérieurement à ces hypothèses de fin de la grande démission. Enfin, c'est vous dire déjà, mais vous allez voir que mon propos il va largement aller dans ce sens, qu'on y voit quand même pas très clair sur ce qui est en train de se passer, mais qu'on voit que des éléments surgissent. Et ce qu'on traque à travers cette hypothèse de la grande démission, c'est une mobilité. Et pourquoi on est sur cette approche en termes de mobilité? Parce qu'on est sur une approche qui peut être à peu près quantifiable. Oui, mais il s'avère que la problématique est de savoir quelle signification, en effet, on va greffer sur cette hypothèse. Alors, peut-être que je peux venir déjà sur la question de la France, de ce qui se joue en France, puisque toujours au cours de cet été 2022, on a vu à la une de toute une série de quotidiens, d'hebdomadaires, fleurir cette expression de grande démission. Arrive-t-elle en France? Il y avait quand même un point d'interrogation systématiquement. Et qu'est-ce qui fait que la question a été posée? Eh bien, d'abord des statistiques qui ont été mises en avant, enfin des études qui ont été menées, tout particulièrement par la DARES. Il y a tout d'abord eu cette étude relative aux ruptures conventionnelles individuelles, aux ruptures conventionnelles homologuées. Ce sont des statistiques qui ont été publiées le 2 août 2022 et qui ont permis
mettre en exergue le fait que jamais le nombre de ruptures conventionnelles individuelles avait atteint un tel niveau en France. On était à 454 000 ruptures conventionnelles homologuées pour l'année 2021. Ça signifiait une augmentation de 6,1% par rapport à l'année 2020, qui était quand même très particulière, vous le savez. Mais si on prend une année antérieure à la crise sanitaire, 2019, ça fait quand même une augmentation de plus de 2,3%. Donc déjà, premier trouble par rapport à cela. Je, là, je cite les chiffres de 2021 parce que je vais en venir à l'analyse prudente de la DARES. Enfin, je me permets d'ajouter que la tendance n'a pas fléchi depuis. 2022 semble poursuivre sur une ligne ascendante. Au troisième trimestre 2022, on a en France métropolitaine 123 800 ruptures conventionnelles individuelles. Alors, c'est un peu moins que le trimestre précédent, mais c'est considérable. Si vous multipliez par 4, 123 800, vous arrivez à un niveau supérieur à celui de l'année 2021. On n'a pas encore les chiffres globaux sur l'année 2022. Il ne faut pas tarder à tomber, me semble-t-il. Ça, c'est le premier élément. Puis, il y a eu un second élément, c'est que la DARES a publié une note qui s'intitule La France vit-elle une grande démission le 18 août 2022, donc 2 semaines après. Et là, qu'entend-on mettre en exergue? Eh bien, ces mouvements, ces départs volontaires de salariés, alors que ce soit dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, c'est là qu'on va parler à proprement parler de démission au sens juridique du terme, mais aussi dans le cadre de CDD. Si on prend les contrats de travail à durée indéterminée, eh bien, on observait 470 000 démissions fin 2021, début 2022. C'est par trimestre, effectivement, que l'on calcule ces départs. C'était considérable. Il faut rappeler quand même que la démission, c'est toujours, statistiquement et depuis longtemps, le premier cas de rupture du contrat. Néanmoins, on avait atteint un seuil assez considérable qui a augmenté depuis. Là aussi, je le signale, si je prends le troisième trimestre 2022, c'est 494 400 démissions dans le cadre de CDI. Le taux de démission au premier trimestre 2022 était de 2,7%, ce qui était déjà considérable. Il est passé au troisième trimestre 2022 à 2,87%. Alors, ce ne sont pas des niveaux inédits, je le précise, et la DARES le met très volontiers en avant. C'est le plus haut niveau de taux d'émission par rapport à la crise financière de 2008-2009, mais on avait déjà atteint ce seuil. Bref, voilà, c'est pas inédit, mais c'est quand même significatif et un peu troublant. La DARES va justement dans la note que je citais du 18 août 2022 proposer une analyse de ce point de vue. Mythe ou réalité, on commence à y arriver. La thèse de la DARES, c'est plutôt mythe. C'est-à-dire que la DARES va quand même relativiser ces données en disant oui, il se passe quelque chose d'assez troublant. Néanmoins, ce n'est pas inédit. Néanmoins, quand on regarde à l'échelle de plusieurs décennies, on observe que des reprises brusques d'activité, etc., conduisent à des départs massifs. La DARES reprend, en fait, ou s'appuie sur les analyses d'économistes américains que j'évoquais tout à l'heure. On plaque à peu près la même lecture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments inquiétants, même aux yeux de la DARES. Je pense on aura l'occasion d'y venir aux tensions en matière de recrutement. C'est un élément qui est mis en exergue. Et d'ailleurs, la DARES prend soin de préciser que ce n'est pas la cause de ces départs, que les départs ne sont pas la cause de ces freins, c'est plutôt le symptôme de ces tensions en matière de recrutement. Mais si je suis amené moi-même à répondre à votre seconde question, il faut que j'aille plus loin quand même et que j'en vienne à la question de savoir s'il y a
une transformation du rapport au travail. Parce qu'au fond, derrière les chiffres, c'est ça la question qui est posée. Est-ce que derrière grande démission, il y a cette question? Alors, je nuance, hein. Peut-être que oui, peut-être que non, et peut-être en partie seulement. Je serais plutôt sur cette ligne. Il y a de ça, mais il n'y a peut-être pas que ça. Euh, et des signes de transformation, eh bien oui, je crois qu'il y en a assurément, avec cette nuance près, et j'insiste toujours de plus en plus, que tous ne sont pas chiffrables. Je ne pense pas qu'on puisse réduire les analyses à du calcul ou à des chiffres, et je pense qu'on n'a certainement pas intérêt à le faire, que ce serait même une grave erreur. Hein. À force de vouloir capter que ce qui est chiffrable, on finit par ne pas voir une partie de la réalité. C'est peut-être bien ce qui est en train de se passer et qui commence enfin, qui peut être un véritable problème. Alors, quels sont ces éléments que l'on perçoit? J'évoquais les tensions de recrutement, elles sont quand même palpables. Pour le coup, dans un certain nombre de secteurs, il me semble difficile de les discuter. Je citerai une étude, mais une enquête menée par la Banque de France auprès de 8500 entreprises. Plus de la moitié d'entre elles déclaraient début juin 2022 avoir des difficultés à embaucher du personnel. Et il semblerait bien que les activités de service soient les plus impactées. Et ce n'est pas les seules. On songe aux restaurants, on songe aux hôtels, on songe à d'autres secteurs d'activité. Le taux d'emploi vacant aurait atteint d'ailleurs en France le niveau le plus élevé depuis 20 ans, puisqu'on tourne autour de 2,4% selon les estimations de la DARES qui remontent il y a quelques mois. Donc voilà un premier élément, à mon avis tangible, à mon avis manifeste, d'une transformation. Autre élément, ce sont les désirs. J'insiste sur le mot désir de reconversion. Alors là, vous trouvez tous les chiffres que vous voulez dans le paysage, ça peut atteindre 60, 70% dans certaines études ou dans certains sondages, dans les intentions que pourraient avoir des salariés de se reconvertir. Évidemment, le taux de réalisation, il est nettement inférieur. Donc, quelle portée on accorde évidemment à ces désirs de reconversion? Eh bien, celle que l'on veut, mais enfin, c'est quand même un élément là aussi qui peut être significatif, comme a pu l'être l'entrée dans le paysage de la problématique des bullshit jobs, par exemple. Je pense à David Weber, l'anthropologue américain décédé pendant la crise sanitaire d'ailleurs, qui avait mis cette thématique en avant. Il avait été lui-même surpris de la manière dont elle prenait à l'échelle mondiale, mais elle a aussi pris en France avec ces interrogations sur l'utilité. Quelle est l'utilité de mon travail ou de mon emploi? La problématique du travail éloigné, voilà une problématique aussi qui a surgi, qu'on n'a absolument pas vu venir. Celle-ci, elle s'est concrétisée après le premier confinement. Et je crois que c'est une question qui intéresse de près les pouvoirs publics, pas dans le secret des dieux, mais je ne serais pas étonné que dans les mesures qui seront annoncées à l'échéance de l'été 2023, il y ait une ou deux mesures sur ce sujet. En tout cas, il y a une réflexion qui est menée au sein de la Direction générale du travail depuis quelques mois déjà. La problématique de la précarité durable, aussi un élément tout à fait tangible que l'on a vu croître. Alors, voilà, au milieu de tout ça, on voit surgir aussi des questions qui sont absolument difficiles à caractériser. L'idée de redonner sens au travail. Il y a eu un ouvrage important qui a été publié en France sur ce sujet de deux sociologues, en l'occurrence, notamment Thomas Couteau. C'est une thématique qui est fortement mise en avant, mais qu'à mon avis, on a bien du mal à jauger. Participé récemment à une séance des assises du travail. Alors, vous savez qu'elles sont délocalisées. Il y a notamment les assises territoriales du travail. Il se trouve qu'elles avaient lieu dans le Grand Est, tout près de Nancy, à Vendôme-les-Nancy, au mois de février. Moi, je suis quand même assez frappé des discours un peu courts sur ce sujet, consistant à dire, par exemple, là, c'était les jeunes et le travail, consistant à dire les jeunes, de façon absolument unanime, entendent donner du sens au travail. Ça correspond certainement à une aspiration d'une partie de la jeunesse qui entend effectivement donner sens, qui entend appréhender le travail d'une certaine manière. J'aurais en revanche beaucoup de mal, moi, à généraliser à l'ensemble de la jeunesse. Il se trouve qu'il y avait des jeunes pour rappeler que
c'était plus compliqué que ça. Enfin, les raisonnements en termes de génération X, Y, Z, moi, me semblent quand même passablement caricaturaux, même s'ils peuvent permettre de signaler des tendances, ce qui est tout à fait voilà, utile et pertinent. Donc, cette question de redonner naissance au travail, je pense qu'elle est dans le paysage, mais on est bien incapable de jauger dans quelle mesure elle traverse le débat. Alors, il y a justement des tentatives de décryptage, il y a qui ont été menées. Hein. Je m'en tiendrai à deux enquêtes ou études. Je pense à l'Institut Montaigne d'un côté et à la Fondation Jean Jaurès d'un autre côté. Parler de côté, c'est pas forcément forcément pertinent, mais enfin, c'est pour introduire une pluralité ou faire écho à l'idée de paritarisme que vous avez évoquée tout à l'heure. Du côté de l'Institut Montaigne, c'est une étude qui a été diffusée en février 2023 sous l'intitulé Les Français au travail, dépasser les idées reçues. Là, il y a une réponse à la question que vous posiez. Clairement, il est indiqué que l'hypothèse de la grande démission constitue un mythe. Ça, c'est le point de vue, effectivement, de l'Institut Montaigne. Oui, il y a des évolutions majeures qui sont intervenues, explique cette enquête, tout particulièrement la progression fulgurante que chacun a pu constater, qui a été rappelée tout à l'heure, du télétravail, avec les nouvelles problématiques que charrie évidemment ce sujet. Il est mis en avant ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une volonté d'évolution professionnelle, voire de reconversion, mais souvent contrariée dans les faits. Il est d'observer un accroissement de l'intensité ressentie au travail, d'une intensité du travail, pourrait-on dire, d'une intensification du travail, mais sans qu'il y ait nécessairement de volonté de remise en cause de la durée du travail telle qu'elle est. Voilà ce qu'observe l'Institut Montaigne. Et puis surtout, et je crois que c'est le cœur de cette enquête, enfin, en tout cas, le cœur du propos qui est tiré de cette enquête, c'est l'idée selon laquelle il y aurait une grande stabilité dans le degré de satisfaction au travail et dans les causes d'insatisfaction par rapport à la période d'avant Covid. Les Français seraient majoritairement satisfaits de leur travail. 77% des actifs attribueraient une note supérieure ou égale à 6 sur 10 à la question à quel niveau évaluez-vous votre satisfaction lorsque vous pensez à votre travail aujourd'hui. On serait là, effectivement, sur un niveau de satisfaction assez élevé. Et puis, les facteurs d'insatisfaction seraient à peu près les mêmes qu'avant la crise sanitaire. Le niveau de rémunération, pour 46% des salariés, le manque de reconnaissance, pour 38%, dans 38% des cas, et puis l'absence de perspective de carrière pour 41% des sondés. L'échantillon qui était utilisé pour cette enquête englobait 5000, un peu plus de 5000 répondants. Donc voilà une première approche consistant à dire c'est un mythe, la grande démission, et consistant à dire ça va plutôt bien et le rapport au travail est plutôt globalement satisfaisant. Institut Montaigne. L'étude de la Fondation Jean Jaurès débouche sur un rapport qui s'intitule le rapport au travail post-Covid, qui est assez nuancé, hein, là aussi. Hein, le maître mot, c'est l'ambivalence du rapport au travail. D'ailleurs, l'une des notes qui avait été publiée dès le mois de janvier et qui se retrouve dans cette étude datée de février 2023 s'intitule hommage à Serge Gainsbourg sans aucun doute, je t'aime moi non plus, les ambivalences du nouveau rapport au travail. Voilà comment ça avait été intitulé par Flora Pomelin et Romain Bendaxide. Alors, de quoi est-il question ici? Eh bien, on dit que même s'il demeure important, le travail n'occupe plus une place structurante dans la vie des Français. 24% aujourd'hui considéreraient qu'il est très important dans leur vie. C'était 67% en 1990. On serait passé de 67% à 24%. Sur le très important, je ne parle pas de l'important, parce que là, on reste à peu près dans le même champ. Néanmoins, l'attachement au métier, est-il souligné, reste massif.
Les thématiques qui sont mises en avant sont celles du bien-être au travail, assez loin derrière quand même la question du sens donné au travail. C'est dans le paysage, mais c'est pas le premier élément qui se trouve mis en avant. D'ailleurs, quand on regarde la consultation qui a été menée dans le cadre des assises du travail, c'est pas non plus le premier motif qui arrive, hein. Les conditions de travail, les conditions d'emploi arrivent de loin en premier, hein. On trouve aussi des aspirations qui ne se rapportent pas nécessairement exclusivement à une approche étroite, disons, de l'environnement du travail. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle arrive fortement à ce titre. Les envies de changement, ben, elles sont là aussi mises en exergue. On parle de 59% des salariés qui envisageraient une mobilité. Bien sûr, le phénomène du télétravail, il est évoqué avec ces 9 millions de salariés plus ou moins réguliers, hein, en France. Euh, cette étude relativise une thèse qui est souvent avancée, celle selon laquelle le rapport de force serait inversé. Il y a quelques écrits, notamment de collègues belges, sur le sujet. C'est pas ce qu'accrédite quand même, hein, le rapport Montaigne. Bien sûr que là où il y a tension de recrutement, ça crée de nouveaux rapports et on en a entendu les uns et les autres, hein, des recruteurs, des chefs d'entreprise dire ben, je me retrouve face à des exigences extrêmement fortes, y compris en nombre de jours de télétravail, parfois là où c'est pas forcément évident. Néanmoins, la Fondation Jean Jaurès tente à dire que ce sentiment d'un rapport de force qui aurait tourné en faveur des salariés reste ultra minoritaire quand même. Parmi les éléments très intéressants que je mettrai en exergue quand même dans cette étude et qu'on n'a pas forcément beaucoup lu et entendu, euh, il y a déjà une manière de rattacher cette question du rapport au travail à une défiance croissante, et ça c'est un sujet en France tout de même, à l'égard des institutions, à l'égard d'un certain nombre de cadres structurants de notre société. L'Institut, la Fondation Jean Jaurès, pardon, rapproche, hein, une certaine désaffection dans le cadre du travail ou un certain détachement par rapport à l'entreprise, d'un détachement institutionnel plus large qui peut trouver aussi sa traduction dans les élections, jusqu'à faire le lien entre la désaffection au travail et la désaffection électorale. C'est une hypothèse qui n'est pas inintéressante, je trouve, tout en soulignant ce qui a été dit tout à l'heure, aspiration à l'autonomie d'un certain nombre de travailleurs. Ça, c'est sûr que les choses, cette aspiration a évolué, finalité de l'activité qui se trouve effectivement dans les préoccupations de certains plus qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Mais vous voyez, c'est quand même un, des conclusions assez nuancées d'ailleurs dans la conclusion de cette étude. Vous trouvez la formule suivante: le rapport au travail des Français en 2023 n'est pas sans nuance ni ambivalence et ne saurait se réduire à une image manichéenne d'une distanciation irrévocable. Donc vous voyez, la tonalité n'est pas exactement la même que dans l'enquête de l'Institut Montaigne, mais on est quand même très prudent de ce point de vue. Alors, voilà, j'aurais tendance à dire, pour répondre à la question mythe ou réalité, qu'il y a bien une réalité, hein, il y a bien des éléments de transformation, il y a effectivement des grilles d'analyse qui sont évoquées, qui sont avancées. Je pense qu'il faut se méfier de l'écueil consistant à projeter sur la réalité ce qu'on préconise et, je le dirais en ces termes, une idéologie. C'est quand même le problème de tout vouloir ramener à ce qu'on souhaiterait que ce soit. La réalité est extrêmement nuancée, extrêmement complexe. On n'y voit pas très clair, mais on voit quand même un changement. Donc, mythe, sûrement, à ce stade. Réalité, oui, il y a une réalité, néanmoins, qui est perceptible. Je pense qu'il faut se méfier de la grille d'analyse un peu étriquée, en fait, consistant à voir uniquement la grande démission à travers les mobilités, à travers une approche qui est quand même une approche économique malgré tout. Il faut savoir se poser les autres questions, mais que sur ces autres questions, eh bien, c'est pas toujours quantifiable et c'est pas parce que c'est pas quantifiable que ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas dans quelle mesure.
Voilà qui ne vous éclaire pas tellement. Non, Mais c'est ainsi. mais non, au contraire, moi, je vais vous dire, plus on est dans la nuance, et mieux je me porte dans ce monde dans lequel tout doit être blanc ou noir. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on a le nez dans le guidon dans nos cabinets et qu'on observe, pour le coup, vraiment des tendances, on pensait que cette grande démission, en tout cas cette grande mobilité professionnelle, avait une réalité. Et vous venez de nous démontrer que c'est un peu trop tôt pour le dire et que les choses sont plus nuancées. Et c'est pourquoi finalement l'éclairage de Madame Serverin va être intéressant parce que justement, nous, on s'était dit, bah, forcément, cette grande démission, elle doit trouver une illustration dans les procédures prud'homales et dans les contentieux. Et donc, c'est cet éclairage, Madame Serverin, qu'on aimerait que vous nous donniez. Merci. Effectivement, quand mon ami Amine m'a sollicité, ce que je savais déjà, les démissions devant les conseils de prud'homme, c'est pas une lumière aveuglante, hein, moins qu'on puisse dire. Et ça se comprend. On va rentrer un peu dans ces débats. Néanmoins, et là je rejoins effectivement, qui demande quoi à un avocat, dans quel contexte, c'est un éclairage qui est toujours intéressant d'avoir, même quand il n'y a pas, quand il y a peu. Je vais y revenir. Donc, l'intitulé de mon propos, c'est de quelle lumière s'agit-il? La volonté de rompre des salariés à la lumière du contentieux prud'homal, de quelle lumière allons-nous disposer? Alors, je vais essayer. Je ne sais plus comment on avance comme ça. Voilà. Mais ça résiste. Ça me résiste. Ah, ça y est. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le plan, mais je vais tout de suite passer à l'introduction. Je reprendrai le plan après. Donc, a priori, ce que je disais à Amine au début, l'observation du contentieux prud'homal, ce n'est pas le meilleur endroit pour prendre la mesure d'un phénomène de masse comme la démission, qui ne donne pas lieu à recours de la part des salariés, etc. Néanmoins, il existe certains contentieux qui portent la trace de cette volonté de rompre. Des demandes de qualification de prise d'acte de la rupture, formalisées ou non par une démission, en licenciement sans cause sérieuse, c'est une vieille histoire jurisprudentielle. Et puis également les demandes de résiliation et résolution judiciaire du contrat de travail, qu'il s'agisse de salariés ordinaires, protégés ou apprentis. Donc, il y a quand même des traces, mais à l'état de traces, de certaines situations dans lesquelles, on va y revenir, les salariés ne sont pas licenciés. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'ils ne sont pas licenciés. Et là, il y a une opposition, puisque le licenciement, et on va le voir, occupe une place très importante dans le contentieux prud'homal. Et pour prendre la mesure de ces phénomènes, alors on va faire un peu de technique. On va faire des chiffres, mais moi, les chiffres, un chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est la source. Et la source, elle décrit des phénomènes avec des grilles. Alors, ce qu'on va utiliser pour prendre la mesure de ces phénomènes, eh bien, c'est la grille qui est insérée, donc utiliser un outil de référence dans le répertoire général civil des juridictions, la nomenclature des affaires civiles. Et cette nomenclature décrit la demande principale introductive d'instance. C'est là qu'on peut avoir des informations sur l'objet de la demande principale. Alors, on peut l'associer à d'autres variables. Je ne le ferai pas là parce qu'on n'aura pas le temps, mais l'existence ou non d'un contrat de travail en cours, l'âge, etc. Et on pourrait détecter des signaux faibles de l'arrivée de ces contentieux. La présence d'abord, et puis de l'arrivée de ces contentieux. Alors, quand je dis nomenclature, là, je fais mon petit truc de publicité. Lisez les productions statistiques de la chancellerie, lisez les études qu'on s'échine à produire, où on exploite toutes ces variables, parce que là, on peut apprendre, et on peut même faire de demandes d'ailleurs d'exploitation spécifiques, puisqu'on peut avoir les affaires par conseil de prud'homme, par cour d'appel, par période évidemment. Donc, c'est ça, comme disait d'ailleurs la Cour des comptes qui était amenée à évaluer la manière dont la statistique était traitée à la chancellerie, elle dit c'est très sous-employé, c'est très sous-utilisé. Je vais vous faire une pub d'enfer, j'ai l'impression que j'ai un peu de peine à essayer de dire, mais intéressez-vous à ça, parce que là, il y a des phénomènes qui sont, voilà, c'est question des outils. Donc, l'outil de référence, c'est ça, et c'est de ça que je vais appuyer. Ce que je vais faire, on va essayer d'identifier ces nouveaux contentieux,
Mais pour ça, on va les placer dans les tendances générales d'évolution des recours au prud'homme. On va regarder leur dynamique et on va faire de la prospective avec la nouvelle procédure de présomption de démission. Vous allez voir que cette prospective, elle peut donner des résultats, disons, pour le moins surprenants, si on suit ce raisonnement. Donc voilà le plan de mon propos. Hein. Alors là, j'essaie de reprendre. Voilà, donc là, je vais prendre le plan. Voilà. Donc, je vous propose de fonctionner en 3 temps. Plan avec 2 parties et sous-parties, ce n'est pas mon truc, hein, donc on va le faire avec cette logique-là. D'abord, voilà, les tendances d'évolution des recours au prud'homme. Donc, on va voir, il y a des tendances longues des recours, hein, une tendance longue des motifs et des tendances récentes des recours et des motifs. La dynamique des contentieux, là, je reprendrai des éléments qui ont été en partie présentés par Frédéric Géard, la mise en contexte, hein, les démissions, et puis la tendance à l'augmentation des taux. Mais la traduction contentieuse se fait attendre. Et puis, les perspectives d'évolution du contentieux de la démission, avec la réforme qui vient, hein, les motifs de la réforme, ce n'est pas inutile de savoir d'où ça sortait, et de quelques effets possibles, et c'est là que je terminerai avec des prospectives, des projections chiffrées. Alors, commençons à regarder les tendances d'évolution des recours au prud'homme. Ah, je vais trop vite, voilà. Un petit graphique, ça vaut toujours mieux qu'un long discours. Alors, à chaque fois, je dis d'où ça sort. Là, j'ai utilisé en fait 2 sources principales en matière statistique. L'étude que j'ai fait paraître avec Maud Guillonneau en fin 2019, les affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire, de 2004 à 2018. Étude que nous essayons de mettre à jour dans l'indifférence générale. J'espère que ça n'est pas partagé ici. C'est-à-dire plutôt une forme de résistance. La jeune collègue avec qui je travaille essaye désespérément d'accompagner ça, mais la mise à jour va être importante. Et puis, j'ai demandé, spécialement pour vous et rien que pour vous, des données, vous aurez des données des 4 dernières années, y compris les données de 2022 provisoires. Voilà. Ça, c'est important parce que voilà, elles n'ont pas du tout été diffusées. D'ailleurs, elles sont provisoires, donc elles seront consolidées le mois prochain, en avril prochain. Ça, c'est l'avantage. Alors, la tendance longue. Bah, d'abord, là, c'est une tendance de nombre. Hein. On voit une baisse par palier, et puis l'année 2016. C'est l'année sinistrée, on l'a même datée le mois, puisqu'on peut avoir les données mois par mois, conseil par conseil, 1er août 2016. Entrée en vigueur du décret. Ça a été une catastrophe. Et ça a continué. Et donc, si vous regardez l'évolution, là, ça s'arrêtait à l'époque, donc comme c'est extrait de notre étude, hein, ça s'arrêtait à 2018 estimé. Hein, on n'avait pas l'année complète, puisqu'on a fait paraître ça en 2017, on n'avait pas l'année 2018 complétée. Mais on voyait les tendances habituelles, c'est plutôt des dents de scie. Hein. Il suffit de, par exemple, si vous regardez l'année 2013 et si vous regardez les demandes introduites au fond de l'année 2013, vous voyez une pointe. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Il y a eu un effet de prescription pour les contentieux du préjudice d'anxiété. Et hop, il est arrivé toute une masse d'affaires. Et ça fait des pointes. Et ça, c'est classique dans des contentieux qui sont assez conjoncturels. Mais à partir de 2016, la baisse, elle est continue, elle est constante, et on va voir qu'elle s'est poursuivie. On est arrivé à diviser par 2 le nombre d'affaires prud'homales, par 2. On n'a jamais vu des chutes pareilles. Mais le décret était beaucoup plus efficace même que la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle avait bien eu un effet de retrait. Tout ceci, mais j'imagine que bien sûr vous connaissez par cœur l'étude des affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire, vous l'avez tous lu, hein, c'est ça, voilà. Merci. Je ferai une interro écrite à la sortie pour vérifier que c'est bien ça. Donc, mais c'est important d'avoir toujours ces tendances longues. D'ailleurs là, en démarrant 2004, mais on a fait d'autres études avant encore. On peut avoir des tendances encore plus longues, mais là, ça suffit. Donc ça, c'est vraiment l'évolution. Maintenant, les tendances d'évolution des motifs.
Alors là, je prends ce tableau synthétique sur les motifs qui va de 2004 donc à 2018, qui était toujours estimé. Donc, on voit les tendances. Alors, à chaque fois, je vous dis, c'est fonds référés, hein. Donc là, il y a l'ensemble. Là, c'est trié, demande au fond, demande référée. Mais je préfère, dans les périodes longues, vous verrez, on aura le regroupement. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter? La contestation du motif de la rupture est au centre des débats. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens des premières études, des premières exploitations qu'on avait faites du répertoire général civil, de la variable de la nomenclature. C'est Antoine Jameau qui s'y était collé d'ailleurs. Il y avait pratiquement la moitié des affaires, c'était des questions de salaire. Et pas nécessairement un licenciement. Et ça, donc c'était l'entrée en vigueur de la nomenclature, c'était 88. Hein, donc, première étude, je crois que c'était 90. Oui. Non, mais. Ah oui, pardon. Ah, du coup, oh, bah oui. Voilà ce que c'est, je suis distraite. Je vous parle d'une chose que je ne vous montre pas. Bon, qu'on ne voit pas bien, mais je vous fais des commentaires de toute manière. C'est vrai que la mise en page, ouais. Ben, chez moi, elle était différente, mais comme elle a été reprise, ça m'a réduit le truc. Bref. Donc, la contestation de motifs de la rupture, alors je vous fais un commentaire lecture. Voilà, en 2004, l'ensemble des demandes fonds référés, on était à 68,6, qui était beaucoup, mais on était ensuite, en 2017, à plus de 82, et 2018, qui à l'époque était estimé, 77. Donc, en fait, alors, motif de la rupture incluant contestation, motif économique, motif non économique, puisque la nomenclature détaille les motifs. Hein. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir ce qui s'est passé en référé. Parce qu'a priori, on ne conteste pas les motifs en référé. Eh bien, si, il y a eu même là une augmentation, hein, puisque en 2004, on était à 37,3 et on est passé à 49,8 en 2018, 53 même, c'est-à-dire dans un cas sur deux, devant en référé, alors que le nombre de référés s'est effondré, on avait majoritairement des contestations de motifs de la rupture. Donc, les prud'hommes sont devenus la juridiction du licenciement. C'est pour ça que je disais au début, démission, là, il ne reste pas grand-chose, quoi. Mais ça n'avait rien de naturel. Si on prend même l'histoire des conseils du prud'homme, le premier conseil du prud'homme, 1806, hein, à Lyon, c'était des conseils qui étaient à côté des fabriques et qui étaient là pour régler les petits litiges du quotidien, disait le texte. Et c'était bien, c'est-à-dire que tous les jours, on a un désaccord sur un salaire, vraiment sur tout, quoi, sur une paye, c'est hop, on allait voir le conseil du prud'homme et on réglait le problème. Donc, c'est devenu progressivement une juridiction, j'allais dire, de la responsabilité, hein, une juridiction de l'indemnisation. Et dans les différentes études que nous avons été amenés à faire depuis une quinzaine d'années, moi, j'ai parlé, et je confirme, de gentrification. Il faut voir quand même, là, je ne rentre pas là-dedans, mais il faut voir la remontée en flèche de la section encadrement. Je veux dire, ça a été impressionnant. Section industrie s'est effondrée, la section encadrement, maintenant, il y a la deuxième section. Et alors que le nombre de cadres, évidemment, n'a rien à voir avec ça. Et la gentrification, l'âge, enfin, tout ça, c'est dans les études. Je le dis en toile de fond, mais vous pourrez avoir les détails, c'est important de l'avoir. Donc, c'est devenu une juridiction de la rupture, forcée par voie de licenciement, de salariés plutôt bien placés dans la hiérarchie, plutôt âgés, ils vieillissent nos salariés, ils vieillissent. C'est des fins de carrière. En fait, moi je dis parfois, c'est un côté salaire différé. C'est-à-dire, j'ai travaillé dans une entreprise et puis on me maltraite, on me licencie, voilà, je vais demander, c'est là que la discrimination arrive, c'est là que toute une série de motifs arrivent, mais c'est intéressant d'avoir ce paysage. Contentons-nous ici de dire la part des contestations et des motifs de rupture. Alors, là, il faut que je pense bien à vous donner l'autre, voilà. Voilà. Alors là, ce tableau, celui-là, il a été fait par une exploitation que j'ai demandé, hein, donc l'exploitation date de mars 2023, où là, je vous donne le détail des affaires qui sont les plus fréquentes devant les conseils de prud'homme de 2017 à 2022. Le petit p veut dire provisoire, hein, donc c'est effectivement des évaluations provisoires. Alors d'abord, regardez les chiffres, effectivement, ça continue à baisser, hein. Entre 2017, 127 000, qui était déjà beaucoup, et là, on est fonds et référés, hein, on est à 100 000 affaires.
On a été quand même jusqu'à 200, 230, 240, 250. Alors, les motifs. Ce tableau, je l'ai conçu pour essayer de voir ce qu'il y avait à côté, pour donner un peu de chance de voir apparaître autre chose que la contestation du motif de la rupture. Donc, j'ai classé le tableau en fonction de la fréquence des contentieux, la fréquence relative des contentieux sur l'année 2022. Donc, il faut le lire comme ça. Il est conçu comme ça. Quand vous lisez la dernière ligne, hein, 2022 provisoire, et vous regardez les pourcentages. Donc, effectivement, si vous comparez, vous voyez quelque chose qui est nouveau. C'est qu'en fréquence relative, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas en chiffre absolu, parce que ça baisse, hein, vous voyez les chiffres, ça baisse. Mais en fréquence relative, c'est-à-dire sur 100 affaires prud'homales traitées, on était quand même en 2017 à 82,5 de contestation du motif non économique, là où j'ai mis la petite flèche, c'est vraiment, et ça baisse en relatif, 69,4. On arrive à un phénomène où il y a d'autres choses qui arrivent, hein, puisqu'on est en répartition, hein, c'est pour 100 affaires, voilà. Donc, on avait culminé en 2017-2018 hein, avec des taux, enfin en 2017 plutôt, et en 2018, ça a commencé à baisser, et il y a l'effet de creux, mais on restait à peu près dans les mêmes étiages, et on est descendu en dessous de 70% en 2022. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté? Alors, regardez toujours la dernière ligne. Ce qui est en second, c'est les demandes de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture. Ça fait 12,3%. Donc ça, c'est des gens qui… ça ne dit pas qu'ils ne sont pas, qu'ils sont en emploi. Ça veut dire qu'ils ne contestent pas le motif. C'est les créances salariales, essentiellement celles référées. Et en troisième lieu, la demande de paiement de créances salariales en l'absence de rupture. Alors là, on tombe à 3,1%, mais ça augmente. Ça augmente. On était à 0,5. Eh ben, on voit des petites choses qui se passent et dans lesquelles ça n'est plus, enfin c'est toujours massivement, hein, mais des petites choses qui arrivent et qui devraient nous alerter. Et là, on va y revenir parce que vous voyez dans l'ordre la demande de prise d'acte de la rupture, voilà, qui passe. Alors, je vous ai mis de l'orange parce que la variable, en fait, juste un détail technique, mais la nomenclature des affaires civiles suit les évolutions juridiques et elle est mise à jour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tables de passage et vous voyez apparaître ce poste qui n'existait pas auparavant et qui était un peu confondu avec le reste, mais qu'on a voulu identifier. Donc, tout ce qui est en rouge, ça veut dire que la variable n'était pas, la modalité n'existait pas dans la nomenclature des affaires à ce moment-là. Donc, la demande de prise d'acte, on la compte à partir de 2018. La demande de remise d'un document envoyé arrive après. Et puis, la demande de requalification du contrat de travail, alors ça, c'est pour ceux que ça intéresse, sur les histoires, entre autres, parce que la variable, elle recouvre, enfin, la modalité, c'est à la fois les requalifications CDD, CDI, toutes les formes de requalification de contrat et la requalification travail indépendant et travail, voilà. Donc, c'est un ensemble que vous avez. Hein. Et donc, là, il y a une étude qui va commencer, que je vais suivre à Dauphine. Je crois que ça peut être tout à fait intéressant. Mais vous voyez, ça augmente, mais pas grand-chose. Cela dit, comme c'est composite, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Hein, il faut aller remonter les affaires pour les regarder. Il faut savoir que toutes ces données, vous pouvez les avoir par conseil de prud'homme. On travaille sur des séries, par exemple. On voit apparaître une année, on voit que ce n'est pas les mêmes conseils, les mêmes années, par exemple. Et de ma requalification, vous en avez là, puis une autre fois, vous l'avez sur un autre conseil, une autre année, etc. Donc, vous voyez, mais ensuite, résolution judiciaire, pareil, hein, ça n'est pas depuis longtemps, mais ça monte un peu. Et puis après, regardez, la contestation du motif économique de la rupture, on est à 1,7%. On ne conteste plus le motif économique de la rupture. Ça fait des années qu'on l'a vu baisser et qu'il y a des raisons à ça. C'est toute l'organisation. Dès que vous avez une organisation, et là, qu'il soit motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, hein, là, on ne fait pas de distinction, mais cette matière est gérée en dehors des conseils de prud'homme. Et puis ensuite, vous avez les demandes de l'employeur liées à la rupture. Ensuite, les demandes d'indemnité salaire sans contestation après l'ouverture d'une procédure collective, puisqu'on a la nomenclature que vous connaissez tous par cœur, bien sûr, sur la partie qui concerne les prud'hommes. Hein. Voilà. Et donc, et là, ce que je vous ai donné en fréquence, c'est les cas les plus nombreux. Je me suis arrêtée à 0,5. Vous voyez, le reste, après, c'est peanuts. C'est vraiment, on est dans l'épaisseur du trait. Donc,
voilà, la configuration, des petits mouvements, un petit mouvement dont on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais ça reste le contentieux de la rupture. Et d'ailleurs, dans le travail d'évolution qu'on va suivre, là, enfin la mise à jour, on va le croiser avec les âges, avec aussi localement, hein, par conseil de prud'homme, et avec les sections. Là, je n'ai pas fait tous ces croisements, c'est du gros boulot. Quand on fait ça, on a à peu près, on a 60 pages de données très, très serrées de croisement de variables. Mais vous voyez, on peut dire, ça bouge un tout petit peu. Et quand on regarde les salariés qui sont la prise d'acte, alors la prise d'acte, on ne parle que de ça, voilà, enfin, non, depuis longtemps, hein, parce que c'est très jurisprudentiel. Ah ouais, mais quand même, quand on regarde, non, il n'y a pas de quoi faire tourner un cabinet d'avocats, hein. Je veux dire, si on raisonne comme ça, voilà, ça arrive de temps en temps. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, toujours en termes d'enquête, je suis toujours très étonnée. J'ai souvent dit aux avocats quand j'intervenais dans différentes manifestations, mais faites une enquête auprès des cabinets. Qu'est-ce qu'on vous demande? Et qui sont les gens qui vous demandent des consultations? C'est sur quoi vous consultent-ils? Et dans quelle mesure vous leur conseillez ou non d'entreprendre une procédure? C'est ça, on n'arrive pas à avoir alors il n'y a pas que les consultations dans les cabinets d'avocats, hein, mais c'est vrai que déjà on démarrerait par ça, on aurait une vision qui pourrait être tout à fait éclairante. J'ai déjà suggéré plusieurs fois, mais j'ai pas été, voilà. Quant aux demandes de nullité de la rupture du contrat de travail, c'est l'avant-dernier. On l'a créé, vous devinez pourquoi, hein, voilà, c'est dans le contexte effectivement de l'évaluation du plafonnement des indemnités. Donc, c'est pour l'instant, on les compte, pas sur les doigts d'une main, mais pas beaucoup de mains quand même, hein, pas beaucoup de paires de mains. Alors ça, voilà, ça c'est le paysage. On se dit, ben, qu'est-ce que je vais vous apporter? Moi, la lumière du contentieux prud'homal, elle est falote. Hein, ce n'est pas une lumière éblouissante. Alors maintenant, on va prendre la chose avec son contexte, déjà. Donc, la dynamique des contentieux, qui implique la volonté du salarié, ça impose une mise en contexte. Et là, je reprends. Alors, j'ai regretté que nous n'ayons pas pu avoir ici des représentants de la DARES. J'avais milité pour qu'ils viennent présenter certaines de leurs études. Que nous avons invités. Et voilà. Nous avons invité avec insistance, voilà, mais qui ne pouvaient pas être là. Et c'était merci de l'avoir fait parce que, notamment sur la dernière étude sur l'abandon de poste, ou du point de vue méthodologique, c'est pas nickel, hein, donc il y aurait eu beaucoup à dire. Mais bon, on utilise leurs données. Alors, moi, ce que j'ai fait sur la mise en contexte, faut dire, la démission, je ne rentre pas dans le débat, il y en a c'est de plus en plus, etc., où il y a les plus grandes queues, mais c'est leurs propres données, de 2007 à 2022, puisqu'ils avaient bien les données du premier trimestre 2022. Alors, ce qu'on voit, ce qu'on peut regarder dans ce genre de courbe, c'est que quand vous avez une rupture comme ça, sur tous les niveaux, c'est-à-dire tous les types de ruptures, la démission, les fins de période d'essai, la rupture conventionnelle, etc., tac, là, comme ça, vous tirez un trait et vous regardez la tendance. Donc, il y a eu un accident. Et l'accident, je ne vous fais pas de dessin, 2021, évidemment. Là, en gros, d'une certaine manière, tout le monde s'est un peu immobilisé. Il y a eu un effet on s'est arrêté. On n'a plus fait de fin de période d'essai, enfin, plus on en a fait, mais voilà, la rupture conventionnelle. Mais vous voyez, c'est très homogène. Et j'aime beaucoup ce graphique parce que c'est une bonne manière aussi d'établir des graphiques, je trouve. Et ça, on le doit effectivement là, c'est l'indicateur de juin 2022. Hein, il faut aller les chercher parce qu'ils ne sont pas toujours avec les noms. Mais on voit ces tendances. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la baisse de la rupture conventionnelle, la baisse en 2009, c'était l'effet rupture conventionnelle. Alors, la question d'un point sur lequel on va revenir, c'est les effets de substitution. Quand la rupture conventionnelle est arrivée, elle s'est substituée en partie au licenciement, mais en partie aussi à la démission. Et là, on a fait des études, alors c'était avec le Centre d'études de l'emploi, qui sont publiées pour les gens qui veulent regarder. On a pu mesurer effectivement, avec des enquêtes très, très fines, les circonstances dans lesquelles la rupture conventionnelle avait été acceptée. Et on voyait bien cet effet de sinon j'aurais démissionné. Donc, ils sont venus mordre sur les démissions et on le voit là.
Après, ça remonte un peu, mais on reste quand même après avec des remontées qui suivent un peu celles de la rupture conventionnelle. Donc, il y a des phénomènes, et ça, c'est vrai pour toutes les réformes. Maintenant, je vais reprendre effectivement cet angle-là, parce que quand on change un texte, il faut toujours se demander quel effet ça a sur les autres dispositions. Un effet on sait ça, les interactions médicamenteuses, hein, on sait très bien que quand vous mettez plein de molécules ensemble, il y a toujours un moment où on ne sait plus ce qui se passe. Et là, on peut mesurer, on peut anticiper. Quand on avait travaillé sur la rupture conventionnelle, dans d'autres études, c'était ça la question. À la place de quoi ça vient? Et on voyait bien que ça venait bien à la place de certaines démissions. Donc, il y avait qu'on avait estimé à 30-40%, et de fait, là, c'est beaucoup plus massif. Hein, et vous voyez, ça remonte pas au niveau de 2007, par exemple. Hein, sauf là, à la fin de la période. Donc, vous voyez, on assiste sur autre chose est-ce que c'est nouveau? Alors, la mise en contexte, alors là, du coup, je vais passer vite parce que tu as, décidément, que j'appuie deux fois. Donc là, c'est l'étude de Lagouge-Ramajo, d'Arès. Là, c'est des effectifs, et c'est ce que tu as présenté, je ne fais que le citer hein, sur cette mise en contexte. C'est une tendance récente à l'augmentation. Alors, si vous reprenez, en fait, il faut reprendre le graphique d'avant. Voilà. Quand on reprend le graphique, on voit effectivement que si vous prenez le début 2007 à 2022, il y a eu des moments où il y a eu aussi des missions, que ce soit en effectif ou en taux, avec des taux qui pouvaient être importants. Donc ici, il s'est passé beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements qui expliquent et je trouve que c'est mieux fait dans cette étude d'arrêt indicateur que dans les autres, qui étaient censés dédier à ça. Donc, du coup, je ne reviens pas là-dessus. Il faut que j'appuie. Il faut avoir la main légère, en fait, ce qui n'est pas toujours mon cas. Et donc, voilà. Donc là, je ne reprends pas puisque ça a été indiqué sur le nombre des démissions, à la fois en nombre et en taux. Et il dit, ben voilà, voilà, il est inférieur à celui qu'on observait, remonté au début des années 2000, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, il y a des démissions. Elles sont toujours supérieures à tout le reste. C'est ça qu'il faut retenir. Elles sont pas, c'est toujours la première cause. Là, on est sur les fins de CDI. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours la première cause de départ. C'est-à-dire, ce sont les salariés qui ont toujours eu la main sur la volonté de partir. Et là, quand on reprend, je vais reprendre à nouveau celui-là, parce que ce qui est bien dans ce graphique, c'est que vous avez tous les termes, c'est-à-dire vous avez la démission, les licenciements non économiques, les départs en retraite, les fins de période d'essai, la rupture conventionnelle, les licenciements économiques. Fin de période d'essai, c'est à suivre, ça aussi. J'attends pas, enfin voilà, je parle et finalement, voilà, c'est voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que la fin de période d'essai, le défaut, c'est on ne sait pas si elle est à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Mais en tout cas, c'est ce temps-là, et on voit que ça augmente aussi avec le reste, et c'est surtout donc la rupture conventionnelle, hein, qui assez curieusement, quand vous regardez même sa courbe, n'a pas une augmentation fulgurante, hein, mais qui sert de voiture balai et qui ramasse un certain nombre de situations, et qui d'ailleurs s'est retrouvée après devant une des causes aussi de baisse de contentieux prud'homal, même si elle n'a pas été massive. Hein, c'est vraiment le 2016 hein, qui est la rupture massive, mais voilà. Alors, j'avance. Voilà. Là, maintenant, ce que j'ai essayé de vous faire, c'est de rassembler. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté les différents objets de demande, hein, les types de situations, d'objets de litige. Là, j'ai rassemblé d'autres postes qui n'étaient pas sortis dans mon tableau parce que leurs effectifs étaient trop faibles. Donc, ce que j'ai fait de 2019 à 2022, toujours pareil, hein, rien que pour vous, 2022, les différents postes, en fait, on en a 4. On a le 80. Alors, je mets les codes parce que les codes, vous pouvez aussi les retrouver si vous travaillez sur… tout le monde fait ça, bien sûr, sur le site du ministère de la Justice. Vous pouvez faire vous-même vos tableaux pour les cours d'appel. Et sur les cours d'appel, vous avez la nomenclature des affaires. Donc là, vous avez les postes. Donc, vous savez combien il y a d'affaires en appel, etc. Donc, je donne les numéros. C'est important d'avoir. 80L, donc prise d'acte de la rupture, résiliation, résolution judiciaire formée par un salarié. Le salarié protégé, 83G, et
les demandes relatives, alors, c'est dedans du contrat d'apprentissage, formé par l'apprenti. Celui qui veut. Alors, il y a la validité, l'exécution ou la résiliation. C'est un peu composite, mais vous avez vu que là, je ne sais pas combien de mains il faut, mais pas des masses pour arriver. Donc, on va le laisser de côté. Et donc, on retrouve effectivement ces effectifs que je vous indiquais tout à l'heure, qui sont en légère augmentation depuis le moment où on le comptabilise, puisque effectivement, il n'y avait pas de comptabilisation spécifique après. Donc, on voit des démissions massives, mais en fait, on ne saisit pas les prud'hommes derrière prise d'acte. C'est assez révélateur quand même. Parce qu'elle est censée, elle aurait pu générer un énorme contentieux. Vous démissionnez et tout de suite derrière, vous allez saisir le conseil de prud'homme pour aller contester et pour imputer la rupture à l'employeur. Je veux dire, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait plus. À ce point-là, si peu, c'est quand même, ça veut dire que les démissions sont des démissions. Et que, voilà, et que l'idée d'aller saisir les conseils de prud'homme, ça mérite d'être regardé de près. C'est des affaires sous lesquelles je pense qu'il faut faire des études plus approfondies. Quelles sont les caractéristiques de l'âge, du secteur d'activité aussi, tous ces domaines-là, dans lesquels, c'est pourquoi est-ce qu'on est conduit à faire quelque chose qui est rarissime. Rarissime. La démission reste une vraie démission. Donc, effectivement, même s'il y a un frémissement, on n'est pas du tout dans un phénomène massif. Alors, on pourrait dire, la lumière est falote, mais, voilà, quelle perspective d'évolution. Alors là, je ne suis pas sûre que les gens qui ont fait adopter ce texte se soient rendus compte de ce qu'ils faisaient. J'ai eu comme un doute. Je me suis dit, mais bon, la réforme qui vient, alors le nouvel article, alors c'est intéressant, donc nouvel article L237-1-1, Conseil constitutionnel, alors il y a un très bon commentaire, c'est mis là-dessus, sur les réserves d'interprétation qu'on peut lire du Conseil constitutionnel, sur les conditions dans lesquelles, voilà, avant tout ça, dans la loi, parce qu'on attend toujours le décret d'application. Alors, le salarié, donc, c'est la fameuse abandon de poste, quoi. La vraie démission au sens non pas de l'acte juridique de démissionner, au sens de partir, de quitter son poste. C'est pour ça que le terme de démission est ambigu. C'est à la fois un terme juridique, c'est un acte formalisé dans lequel le salarié dit que, et puis il y a aussi un acte factuel dans lequel on abandonne son poste. Alors, donc, vous connaissez le texte, tout le monde s'est penché dessus, voilà, il y a l'histoire de la procédure qu'on attend d'être recommandée, etc. Le salarié, alors j'adore, le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail peut saisir le conseil de prud'homme, on est bien bon. S'il n'y avait pas eu ça dans la loi, ça ne serait pas venu à l'idée. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment, je me suis dit, c'est drôlement important d'avoir dit ça. Parce que ne peut pas saisir le conseil de prud'homme. Bref, il peut le saisir. Ce qui est important, c'est de voir la procédure, puisqu'effectivement, c'est la procédure de saisine directe du BJ qu'on a déjà pour la prise d'acte, qu'on a dans d'autres contentieux de requalification, etc. On l'a effectivement dans un ensemble de choses. Bref. Et puis le délai, voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça sort, et c'est ce que j'ai vu après, les motifs d'une réforme. Voilà. Donc, c'est un amendement de M. Thierriot, républicain, qui dépose le 22 septembre. Alors, les dates comptent ici. Le 22 septembre, au projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Son amendement passe, on le retire pour réécriture, et puis il est repris par le Sénat et il est acté donc par la CMP du 9 novembre 2022. Pendant tout ce temps-là, on ne sait rien de l'ampleur du phénomène, parce que la seule étude qui sera réalisée, elle le sera après, elle va être publiée là. Donc effectivement, là en février. Alors, l'extrait des motifs, moi je crois qu'il faut toujours les extraits, il faut toujours prendre des extraits, parce que c'était vraiment délicieux, quoi. Et donc, on est la grande démission aux États-Unis, mais ce n'est pas sous la forme de la démission, mais sous celle de l'abandon de poste, spécificité bien française. Se demander d'où sortait ça, née de la possibilité pour les employés fantômes de percevoir à terme l'allocation de chômage, ce que la démission ne permet pas. Ça, on l'avait déjà remarqué. Et alors, véritable stratégie de la part de certains salariés, génère un phénomène d'abandon de poste de plus en plus palpable par le milieu professionnel. Alors ça a été très intéressant parce que tout le long du débat parlementaire, que j'avais un peu suivi par curiosité, on disait, oui, mais il y en a combien? Ah ben, on ne sait pas. On sait qu'il y en a beaucoup,
On dit qu'il y en a beaucoup, mais on ne sait pas. Donc, pendant tout ce temps-là, on ne savait pas. Et voilà, et donc, mais pour se retirer du marché du travail, tout en ayant pour objectif de conserver un revenu, enfin, vraiment, il y avait une forme accusatoire. Vous abusez du droit au chômage. Alors, j'ai coupé, donc, et le deuxième point était important. Les conséquences d'un tel phénomène sur les entreprises sont bien plus désastreuses que celles d'une éventuelle grande démission. C'est-à-dire que le fait que les gens démissionnent, ce n'est pas grave, mais le fait que là, vraiment, parce qu'il n'y a pas de préavis, etc., etc. Et alors, la dernière phrase que je vous mets pour le plaisir, dans certaines circonstances, l'abandon de poste peut aller jusqu'à mettre en danger la viabilité économique de l'entreprise, notamment dans les secteurs frappés par les difficultés d'embauche. Donc, ça, vous voyez, ce n'est pas la démission, ça. Ce qui est grave, c'est de planter votre employeur sans lui dire pourquoi, sans motif, enfin, c'est ce qu'on dit, du jour au lendemain, et ça perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, voilà le contexte dans lequel le texte a été inséré, débattu, en l'absence totale de données empiriques pour de mesurer ce que ça disait. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en avait pas qu'il n'y a pas eu. Tout le monde s'est agité. Et là, je suis sur les perspectives d'évolution possible d'ailleurs, j'ai des fautes, enfin, plein de fautes de frappe, de la présomption de démission. Alors, c'est là que maintenant, on va faire de la prospective. Parce que, comme vous avez vu, on n'avait pas de données. Et après, on en aura eu. Bon, d'abord, plaçons-nous du côté des employeurs. En cas d'abandon de poste, la réforme lui permet d'éviter les licenciements auxquels il était contraint. Au terme du jugement français, il n'avait pas le droit de faire une prise d'acte. Voilà. Mais il fallait qu'il licencie. Si les employeurs s'emparent de cette voie d'action, il y aura un effet de substitution au licenciement pour faute. Alors, ces fameux effets de substitution, comme on a vu, la rupture conventionnelle a eu un effet de substitution avec en partie des démissions et en partie des licenciements. Et donc, les licenciements pour faute, ceux qu'on pourra voir dans les séries, du ministère du Travail, de l'ARES, ça devrait diminuer au profit de la nouvelle procédure. Mais c'est la grande inconnue. Ils ne sont pas tenus d'utiliser cette procédure. Ils peuvent vouloir continuer à les licencier. On n'en sait rien, ça. Je ne sais pas s'il y a eu des enquêtes, d'ailleurs, vraiment auprès des employeurs pour voir, maintenant qu'ils ont le choix, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'ils vont prendre. Mais, en tout cas, du côté des employeurs, on a la question de la mesure de l'effet de substitution. Du côté des salariés, alors là, le changement est radical du côté des salariés. La réforme modifie l'intérêt à l'action. J'aime bien faire la distinction entre intérêt à agir et intérêt à l'action. Intérêt à agir, une notion procédurale juridique. Intérêt à l'action, c'est intérêt à faire un acte positif de saisir un tribunal. Alors, regardons, aujourd'hui, le salarié, lorsqu'il est licencié après un abandon de poste, il ne va pas contester le licenciement parce que c'est ça qu'il voulait. Donc, bien entendu, on ne les retrouve pas dans nos 70% de gens qui contestent le licenciement. Ils ne vont pas contester quelque chose qu'ils veulent. Donc, il a le droit au chômage. Donc, avec la procédure de présomption de démission, le salarié qui n'a plus de licenciement n'aura d'autre choix que de contester le motif pour faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement. Il devra donc saisir le Conseil de prud'homme en suivant la procédure de saisine directe du BJ. Donc, on a créé autant on ne sait rien sur l'effet de substitution du côté des employeurs, peut-être oui, peut-être non, ça sera à voir. Mais en tout cas, il est clair que du côté des salariés, si effectivement, allez, c'est là qu'on va arriver aux chiffres, c'est un phénomène massif, ils n'auront plus, et que les salariés, donc les employeurs s'emparent de ce mode d'action, s'ils veulent avoir des chances d'avoir une prise en charge au titre du chômage, ils vont devoir saisir les conseils de prud'homme. Pendant tous les débats, nous n'avons jamais eu un chiffre, on est bien d'accord. Voilà. Alors, les chiffres sont arrivés après. La DARES a fourni a posteriori, donc c'est mon point 3, à partir d'une enquête. Alors, l'enquête a été réalisée en octobre-novembre sur un échantillon de licenciements prononcés pour faute grave ou lourde. Et après, ils ont fait des questionnaires, ils ont travaillé sur un échantillon donc, de répondants pour savoir ce que ça recouvrait. Alors, voilà leur conclusion. Au premier semestre 2022, environ 70% des licenciements pour faute grave ou lourde dans le secteur privé sont motivés par un abandon de poste. Cela représente, et là arrivent les chiffres, 123 000 salariés, dont 116 000 en CDI. On est le premier semestre. Dans les 3 mois suivant l'abandon de leur CDI,
55% des personnes s'inscrivent à Pôle emploi et 37% accèdent au moins une fois à un nouvel emploi. On va retenir ces 55%. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui seraient susceptibles, qui ont fait des choses, non pas parce qu'ils avaient un autre emploi, mais parce qu'ils voulaient obtenir une reconnaissance de caractère fautif de l'imputation à l'employeur de la rupture. Alors, je me suis amusée, point 4, à faire une petite projection. Si on retient cette évaluation, alors, moi, je trouvais que c'était beaucoup. Un semestre, ils disent 123 000, on va retenir les 116 000 en CDI. Vous le doublez quand même, hein, tout ça, ça fait beaucoup par an. Bref, supposons, on retient l'évaluation. Et si la substitution de la procédure au licenciement est complète, c'est-à-dire si les employeurs remplacent systématiquement ces licenciements, tous ces licenciements comptabilisés, puisque c'était sur la base licenciement par une présomption de démission, ce serait donc, et là je fais 55%, pourquoi? Je prends ceux qui s'inscrivent à Pôle emploi, des 116 000 salariés en CDI licenciés en situation d'emploi, soit 63 800 salariés par semestre qui pourraient faire l'objet d'une présomption de désignant et auraient donc intérêt à exercer un recours. 2 fois 63 800 par an. Vous avez vu qu'on plafonne à 100 000 dans les conseils de prud'homme. Alors la question qui se pose, c'est de savoir ce qui va se passer. En fait, peut-être qu'il ne se passera rien, mais si je prends les données objectives, qu'effectivement, il y a bien, et là, ça dépend de l'effet de substitution, il faut bien que les employeurs acceptent, enfin, se déplacent du licenciement pour faute à cette procédure-là, sachant que le licenciement pour faute grave, l'avantage, parce qu'ils ne payent pas les indemnités de licenciement, donc déjà, ils ont déjà des avantages, enfin, je veux dire là, ça sera encore plus clair, mais voilà. Mais la projection, elle est hallucinante. Alors, ou bien ils feront rien, ou bien ils feront quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ça, ces contentieux-là, ils vont nécessairement arriver. C'est juste leur proportion qu'on n'arrive pas à mesurer. Moi, je donne ce qu'on appelle la population soumise au risque. C'est ça, la population soumise au risque de recours contentieux. Et là, et c'était pour conclure, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer, nos braves salariés? Ils vont rencontrer, en conclusion, ça, au risque du tort judiciaire. Là, je reprends, je n'ai pas refait d'exploitation, mais il y en aura dans les prochaines études, mais donc on s'arrête en 2018, les durées, et surtout selon le parcours procédural. Or, il faut regarder, vous savez, on a trié, parce qu'on a des modes de fin d'affaires, enfin, on a beaucoup de données dans le répertoire qui nous permettent de faire ce genre de travail. Donc, il y a ce qui s'arrête au bureau de conciliation, ce qui fait passage au bureau de conciliation et au bureau de jugement, et saisine des règles de bureau de jugement et ensemble des affaires. Donc, voilà, avec ou sans départage. Alors, vous avez vu le délai d'un mois, là, mais ce délai d'un mois, il n'y a pas de sanction, donc ça ne veut rien dire. Regardez les délais. Si on est, prenons la ligne, bureau de conciliation et bureau de jugement, saisine directe du bureau de jugement. En 2004, on avait en durée moyenne 10,2 mois. En 2018, on était à 13,7. D'accord? Alors, passons, les départages, il y en a peu, mais enfin, il y en a quand même, voilà, il y en a peu, c'est surtout sans départage. Mais quand vous regardez les délais, vous voyez qu'ils augmentent, comme les autres délais d'ailleurs. 14,7 bureau de conciliation, bureau de jugement à 20,3, et ça continue. On va être charitable sur les missions, les fonctions qui ont été assignées au décret de 2016, qui était d'accélérer les procédures, et on peut comprendre pourquoi ça ne le fait pas. J'allais dire que la réalité est têtue. Vous faites rentrer quelque chose dans un spectre étroit. Alors, il y a des recours pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, beaucoup en matière prud'homale. J'avais suivi des affaires historiquement pour voir, mais bon, on gagne 3 francs 6 sous, on ne voit pas l'intérêt d'avoir ce genre de choses. Mais donc, voilà, le risque, c'est ça, c'est-à-dire les saisines directes qui ont augmenté. Vous remarquerez que leur proportion en pourcentage d'affaires, elle est passée de 17,8 à 2004 à 28,4 en proportion. Pourquoi? Parce que les textes se sont multipliés pour faire des saisines directes de BJ. Donc, et là, on vient d'en rajouter un. Mais et lequel? Et lequel?
C'était pas n'importe quoi qu'on vient de rajouter. Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être arriver à 80% d'affaires saisines directes de DG. Ayant une pensée émue pour les conseillers prud'hommes, pour les cours d'appel qui seront derrière. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, enfin, je veux dire qu'on a créé une situation à risque contentieux au sens où c'est une espèce de lutte, hein, parce que vous avez vu le ton de l'amendement. Hein. Oui, évidemment, c'est un amendement, donc pas d'étude d'impact. Hein. Je veux dire, bien entendu, c'est le gros avantage de ce genre d'affaires, c'est-à-dire qu'on n'anticipe rien et on fonctionne sur ce que m'a dit ma concierge. Quoi. Hein. En gros, c'est un peu ça. Donc, je suis méchante avec les concierges. Elles savent beaucoup plus de choses que parfois que les députés, je pense. Et en tout cas, là, c'est ce qui s'ouvre. Et là, je me disais, Amine, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, mais je pense qu'il en fait rien que pour moi, pour que j'ai quelque chose à dire. Et que donc, puisque la lumière du contentieux s'allume enfin, et qu'on gagne en lumène, quand même, vous savez, l'unité de luminosité, ah oui, peut-être que là, il y a des choses à regarder auprès des conseils de prud'homme. Merci pour votre attention. Merci infiniment, c'était vraiment passionnant. Je voudrais maintenant essayer de faire rebondir. Alors d'abord, monsieur le professeur Géa, je voulais juste aussi quand même donner la parole à ceux qui nous regardent à distance. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais tout à l'heure, vous avez posé la question, Madame Serverin, vous avez lancé un défi, vous avez dit, j'aimerais bien savoir pourquoi on vous consulte dans les cabinets d'avocats. Il y en a un qui a répondu, qui vous dit un rendez-vous sur 3 pour de la souffrance au travail et on organise une inaptitude. Pour les cadres, remise en cause du forfait jour qui induit l'intérêt pour la vie personnelle, ce qui évidemment questionne encore la relation au travail. On nous dit aussi les stats ne reflètent pas le nombre important de négociations qui sont dues notamment au temps du procès qui apparaît trop long pour les justiciables, évidemment, ce n'est pas le sujet. Donc mais on le sait. Oui, mais ce n'est pas le sujet fondamentalement de cette table ronde. Je voulais revenir aussi sur ces stats, justement. Vous parliez à propos de l'abandon de poste, qui est, je le précise, un des sujets qu'on va beaucoup aborder dans l'atelier numéro 1 à 14h, auquel je vous convie. C'est vrai que la CPME a fortement poussé à cet amendement. C'est elle qui a poussé à le faire adopter sur l'abandon de poste, parce que vous l'avez d'ailleurs dit dans vos slides, 70% des licenciements pour faute sont consécutifs à des licenciements. Et moi, je dois vous dire, alors c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je n'avais pas du tout cette notion que les ruptures de contrat de travail se faisaient d'abord majoritairement par des démissions, et pour cause, puisque nous, les avocats, on ne les voit pas. On ne voit que les licenciements. Donc, c'est vrai qu'on a un prisme qui est complètement déformé. Mais néanmoins, moi, dans mon cabinet, j'observe chez les entreprises une augmentation, mais alors significative, des abandons de poste et de cadres, de managers qui veulent arrêter de travailler pour aller s'installer, créer. Alors, c'est beaucoup du coaching, du bien-être au travail, etc. On le voit vraiment. Et donc, je ne peux pas le quantifier. Moi, je pense, par rapport à vos 55% de personnes qui abandonnent leur poste, alors, moi, je pense, en fait, moi, c'est ma prospective à moi, mais ça ne regarde que moi. Mais c'est partagé, je crois, par des confrères qui nous regardent. Ça va être comme pour la prise d'acte. On ne conseille jamais à nos clients d'aller en prise d'acte parce que c'est beaucoup trop aléatoire. Enfin, je parle sous votre contrôle à vous qui êtes là, mais jamais moi j'ai conseillé la prise d'acte. C'est vraiment l'ultime recours. L'ultime recours. Et je pense aussi qu'il y aura de moins en moins d'abandon de poste parce que je ne vois pas un avocat conseiller à son client de faire un abandon de poste. Donc, je ne pense pas qu'on aura une augmentation des contentieux sur ce sujet. En revanche, il n'est pas impossible que les entreprises décident de poursuivre les salariés en abandon de poste en raison de la perturbation qu'elles peuvent apporter en plantant, entre guillemets, pardon du terme un peu familier, l'entreprise du jour au lendemain. Je voulais quand même vous faire rebondir, Monsieur Géa, parce que je voyais que vous vouliez reparler justement de ce sujet sur l'abandon de poste, vous disiez. Oui, sur la prise d'acte, juste un élément, les chiffres correspondent à la période post-barème. Je pense qu'il y a eu une chute vertigineuse du nombre de prises d'acte du fait de la jurisprudence de 2014
les arrêts du 26 mars 2014 et du 12 juin qui ont, pardon de le dire trop rapidement, mais insécurisé quand même la justification de la prise d'acte. Il n'y a plus de grief qui, par nature, justifie la prise d'acte. Je pense que ça a changé sérieusement la donne. En tout cas, dans les études que j'ai pu mener pour Dalloz sur prise d'acte d'un côté et résiliation judiciaire de l'autre, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose de significatif qui se passait au niveau de la Cour de cassation. Hein. Bon, je laisse ça de côté. Alors, sur l'abandon de poste, deux ou trois réflexions très, très rapides. Je fais partie de ceux qui ont été évidemment surpris par cette disposition quand on l'a vu surgir. Et mon réflexe naturel était de dire, mais ça correspond à quelle réalité? J'étais très dubitatif. Assez vite, j'ai compris que ce n'était pas une réalité virtuelle. En approchant des représentants d'employeurs, mais aussi des organisations syndicales, hein, qui n'ont pas hésité à me dire, eh bien, tu as tort, dans ce secteur, c'est en train de se passer. C'était pas quantifiable. Eh oui, mais je reviens pour la énième fois, c'est pas parce que c'était pas quantifiable que il se passait rien. D'un autre côté, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'étude d'Arès. Je suis très dubitatif sur la manière dont elle est conduite. C'est jamais que du déclaratif. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces abandons de poste dont on nous parle, derrière les licenciements? Sont-ils consistants ou pas? S'agissait-il d'absence justifiée ou pas? On n'en sait strictement rien. Donc, voilà, on a voulu faire du chiffre. C'est juste C'est pour quand même dire, terrible, hein. le Oui. vrai reproche, c'est qu'il y avait un taux de non-réponse extrêmement élevé. Bah oui. Voilà, donc ils ont fait une projection, mais par rapport à l'échantillon qu'ils avaient interrogé. Bah Donc oui. c'est plus ça la fragilité. Mais enfin, il y en a, voilà, visiblement. Ben oui, mais ils ont effectivement, enfin, ils n'avaient pas de chiffres, ils ont été critiqués sur l'absence de chiffres. C'est-à-dire que tout le monde est en train de rentrer dans l'exigence du calculable. C'est ça, moi, qui profondément me chagrine quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors, juste pour l'amusement intellectuel, et Antoine Niancan l'a écrit, il faut quand même se souvenir de ce qu'était la jurisprudence des années 70-80. En matière de démission et de licenciement d'ailleurs. Guillaume-Henri Camerlin le présentait très bien dans son traité sur le contrat de travail. Il y avait une conception subjective de la démission, une conception objective de la démission, puis la même chose sur le licenciement. Conception subjective de la démission admise par la jurisprudence, on se référait à la volonté de rompre de la part du salarié. Oui, mais on considérait qu'il y avait des éléments, des attitudes, des comportements, dont l'abandon de poste, auquel l'employeur pouvait conférer la signification d'une démission. Et c'était qualifié de démission. Et on avait la même chose côté licenciement. L'employeur qui pas cessait de verser des salaires, il ne manifestait pas de volonté de rompre, mais on allait qualifier cela de licenciement. C'était avant l'avènement de la prise d'acte de la rupture en tant que mode de rupture de droit. Alors, quel est le lien, évidemment, entre les deux? C'est que je crois que si on cherche bien à comprendre ce texte, l'article L1237-1-1, d'abord, pardon de prendre le contre-pied de la plupart des commentaires qui ont été faits, je ne pense pas que ce soit un dispositif d'imputation de la rupture. Je pense que ce dont il s'agit, c'est de permettre de caractériser l'existence de la rupture déjà, et ensuite sa qualification. Ouais. Mais ce qui est autre chose qu'une imputation à proprement parler, l'existence de la rupture, c'était absolument pas évident. On aurait pu tout à fait passer comme stratégie juridique par la caractérisation d'un abandon de poste, mais pas nécessairement d'une rupture. Or, c'est au détour du second alinéa hein, qu'on comprend bien que l'affaire est directement portée qui se prononce sur la nature de la rupture. Donc, elle est acquise à l'arrivée. Bon. Alors, si on regarde ce texte à l'aune de ce qui existait il y a 40 ans, en réalité, c'est évidemment pas le même type de règle, mais on cherche avec une procédure, pour le coup, avec un délai qui va être de 15 jours, où l'employeur va demander effectivement de justifier l'absence de reprendre le travail, on va, au terme de cette procédure, permettre à ce que, à cet abandon de poste, soit imprimée la signification d'une volonté de rompre. C'est là qu'est l'analogie par rapport au passé, mais avec une procédure entre les deux. On y imprime même, pardon de le dire comme ça, une volonté de démissionner. C'est ça. En fait, il y a un abandon de poste, on ne peut pas lui prêter en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation cette signification. Donc, on met en place le dispositif pour dire pourquoi vous n'êtes pas là? Pourquoi ne revenez-vous pas? Vous devez revenir au terme de la procédure si
au terme du délai, 15 jours, dira probablement le projet de décret qui sortira d'ici la fin de ce mois. Si au terme de ce délai, il n'y a pas les justifications attendues ou pas de réponse de la part du salarié, on imprime cette signification avec possibilité de contestation. Et juste un mot, possibilité de contestation, oui, mais comme la rupture, en vertu du texte, c'est quand même une sacrée erreur stratégique, hein, est acquise, bah forcément, la seule hypothèse sera de la requalifier, de la qualifier probablement, bah, je ne sais pas, oui. Alors en quoi? En prise d'acte, puis licenciement, c'est ça? Ou peut-être licenciement, directement. Prise d'acte et licenciement. Mais il se posera quand même la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui s'apparente à une lettre qui pourrait être qualifiée en lettre de licenciement. Ça sera le cadeau qui sera fait au moment venu à la Chambre sociale de la Cour de cassation, parce que l'employeur, à un moment donné, il aura quand même dit vous avez abandonné. Aïe, 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 comme c'est dur d'être Il y a besoin d'avoir un courrier qui puisse être produit à Pôle emploi et qui vaille licenciement, c'est-à-dire rupture sans la volonté du salarié. Bon, alors vous voyez comme c'est dur d'être maître du temps quand on a une table ronde aussi passionnante. Je peux vous dire que les échos des confrères à distance sont dithyrambiques. Vous les avez passionnés. Je vous remercie infiniment à vous deux pour ces explications éclairantes et inspirantes. Et donc maintenant, on va passer la main à la table ronde suivante. Merci beaucoup.